Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Ravi de vous retrouver dans Smart Talks, l'émission qui vous fait découvrir les stratégies des grandes entreprises en partenariat avec Circle, avec Gus, inséparable Gus dans cette émission. Ravi de vous retrouver, Gus. Mais ravi aussi, Arnaud. On accueille aujourd'hui la directrice générale de Mars Food. Elle est notre invitée. Smart Talks, et on accueille aujourd'hui Laure Mahé. Bonjour Laure. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la directrice générale de Mars Food France. On va parler évidemment alimentation humaine. Ça fait presque un peu plus d'un an maintenant que vous pilotez Mars Food France. D'abord un petit mot, parce que c'est pas simple l'actualité aujourd'hui pour les grandes marques de l'alimentaire. On voit le gouvernement et Bruno Le Maire qui dit, attendez, s'il n'y a pas d'effort de fait sur les prix, nous, on citera les marques, on les pointera du doigt, et même on les obligera à venir au ministère pour faire un effort. Ça vous choque, cette méthode-là du ministre qui a décidé de mettre un coup de poing sur la table ? Écoutez, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie sensibilité du ministre au pouvoir d'achat de nos consommateurs. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui où, effectivement, le pouvoir d'achat est sous pression dans un contexte d'inflation. Après, moi, si je le regarde d'un point de vue industriel, ce que j'ai face à moi, c'est la réalité des coûts de matières premières qui ont largement augmenté et qui, pour une grande partie d'entre eux, continuent d'ailleurs à augmenter. Et donc, nous, notre travail aujourd'hui, c'est de trouver la bonne conversation avec nos distributeurs et de bien répartir la création de valeur tout le long de la chaîne. Et effectivement, il y a cette répartition de valeur qui doit être faite entre nous, le distributeur et le consommateur final. Donc c'est une réflexion au quotidien qui doit alimenter les bonnes conversations. Juste un petit truc avant de commencer une conversation pour que tout le monde comprenne bien. Donc Mars a trois grosses BU. Hein. On a tout ce qui est chocolat avec le M&M's qu'on connaît bien, tout ce qui est pet food, et toi c'est la food pure. Les grosses marques qu'il y a dans ton portefeuille ? Alors effectivement, nous on est l'alimentation humaine, l'épicerie, et donc aujourd'hui vous allez avoir le riz, les féculents avec la marque Ben's Original qui existe en France depuis presque 50 ans, le traiteur asiatique avec la marque Suzy One et Ebly qui est cette marque avec laquelle on a grandi de blé cuisiné. Donc voilà, comme ça on est bien clair, donc on parle de ça aujourd'hui. Moi il y a une première question que je voulais adresser avec toi, c'est on a parlé de l'inflation. Il y a un gros sujet sous-jacent, c'est la notion de souveraineté et la notion de souveraineté alimentaire. Et c'est de se rendre, quelle est aujourd'hui la stratégie pour Mars en termes de localisation de production ? Qu'en est-il là maintenant ? Et est-ce qu'il y a des envies de continuer à utiliser la France comme un endroit où on va s'implanter de plus en plus pour produire ? Alors la France est très importante pour Mars en général et pour Mars Food en particulier. C'est traditionnellement un pays pour Mars extrêmement important. On a 8 usines, on a 4000 associés. Donc c'est comme ça qu'on appelle nos collaborateurs chez Mars, parce qu'ils sont vraiment associés à l'avenir de l'entreprise. Typiquement, sur Mars Food, on a plus des 2/3 de notre production qui se fait en France. Ça va être soit avec notre blé Ebly, qui est produit dans notre usine de Châteaudun. C'est un partenariat avec 1000 agriculteurs de la Beauce. Le blé est produit sur la base... Il est là, il est en Beauce, le blé. 50 km de l'usine, garantie, vraiment de la ferme à l'assiette immédiatement. Mais c'est aussi le cas, et c'est moins intuitif, de nos pochons de riz. Donc on a ces fameux sachets micro-ondables, 2 minutes au micro-ondes. Ils sont aussi produits dans notre usine de Châteaudun. Sur la base de riz européen. Et ça, je sais que c'est pas toujours intuitif. On pense souvent au riz asiatique et exotique. En l'occurrence, nous, notre riz vient essentiellement de la région du Guadalquivir, donc en Andalousie, à une exception près qui est un peu typique, c'est celle du riz basmati. En fait, le basmati, c'est une appellation d'origine contrôlée. C'est comme le champagne. Donc, je peux pas faire autrement que de le ramener du Punjab. C'est ça. Et du coup, cette relation avec les agriculteurs, parce que du coup, on sait à quel point l'agriculture est a de grosses complications là maintenant avec les changements climatiques, mais avec tout le reste, parce que l'inflation, ils la prennent plein fouet aussi. Ça consiste en quoi un partenariat avec eux ? Parce qu'il y a un moment où il faut s'assurer qu'eux vivent bien pour que tu puisses continuer à travailler avec eux. Qu'est-ce qui se met concrètement en place Alors,
C'est hyper vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où on voit les cours décoller, on se pose moins la question du revenu minimal de l'agriculteur, etc., de ses ressources, mais c'est un point très important. Nous, chez Mars Food, c'est quelque chose qu'on a eu à cœur très tôt, puisque bien avant cette phase-là, on a lancé un programme qui s'appelle CultiveUp, qui travaille avec les agriculteurs de la Beauce, qui assure un revenu garanti décorrélé des cours sur une partie de leurs revenus. Même quand les cours descendent. Exactement. Pour justement là, les cours sont hauts, il faut quand même dire que les cours sont bien. Les cours sont hauts, c'est une réalité, mais on sait aussi que c'est un marché globalisé et que ce qui peut faire un effet de bord dans un sens peut le faire dans l'autre le lendemain. Nous, on a une approche beaucoup plus durable, je dirais même générationnelle sur le développement de notre agriculture. L'autre chose que ça permet, c'est à la fois garantir la rémunération, mais faire évoluer les pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut des pratiques agricoles plus durables. C'est le cas sur le blé comme sur le riz d'ailleurs. Et ça nécessite un investissement qu'on fait aussi via ce programme. Exactement, parce qu'on parlait justement de cette notion du bio, pour lequel vous êtes un peu en train de sortir là maintenant. Comment est-ce que... parce que ça a été des gros investissements pour certains agriculteurs qui se sont dit, bon, le bio, il faut y aller, tout le monde veut du bio. J'ai investi pour faire du bio, et puis soudainement, non, en fait, le bio, ça coûte trop cher, plus personne n'en veut. Et ils se retrouvent toujours un peu à la dernière roue du chariot là-dessus. Comment est-ce que vous les accompagnez sur des sujets, pas spécialement le bio, mais d'autres sujets de transformation, quoi? Alors, je pense que ce qui est derrière ça, c'est la démarche de durabilité au sens large. Donc, il y a effectivement la problématique du bio, mais il y a aussi comment on fait des démarches plus durables, comme je vous l'évoquais au niveau de la Beauce, ou aussi qu'est-ce qui va impacter notre planète. Aujourd'hui, ce qui va impacter notre planète, c'est l'empreinte carbone, les gaz à effet de serre. En l'occurrence, le premier végétal à produire des gaz à effet de serre, c'est pas une fierté, mais c'est une réalité, c'est le riz. Donc on pourrait se dire on fait plus de riz, et en même temps le riz aujourd'hui il nourrit la moitié de la planète. Si vous réfléchissez, je ne sais pas à votre avis, combien de gens à l'échelle mondiale vivent de près ou de loin de l'économie du riz aujourd'hui en pourcentage? C'est colossal. 7%? C'est 20%. Une personne colossal aujourd'hui qui vit de l'économie du riz. Donc on pourrait se dire ok, ça consomme une énorme quantité d'eau d'irrigation et ça génère des gaz à effet de serre. Débarrassons-nous-en, mais il y a aussi une réalité économique qui est que ça nourrit et ça alimente la planète. Donc la question, c'est comment on fait de manière plus durable. Je vous donne un exemple. Je vous disais, mon riz, déjà, il est aujourd'hui produit en Andalousie, donc on a une démarche locale ou aussi locale que possible. Tout à fait. En tout cas européenne. L'empreinte carbone. Et puis ensuite, il y a comment aujourd'hui on réduit la consommation d'eau. Donc on travaille main dans la main avec nos agriculteurs du Guadalquivir via un programme qui s'appelle Horizonté pour justement développer des démarches de réduction de la consommation d'eau et protéger ce fameux delta. Aujourd'hui, on a 400 hectares et ça va se développer d'année en année. C'est un programme qu'on mène main dans la main avec la politique agricole commune. Juste, excusez-moi d'avoir l'impression que j'ai une sorte d'obsession sur la question du prix, mais la question, elle est sur la table. J'ai entendu Michel-Édouard Leclerc qui a dit les prix ne reviendront jamais comme ils étaient avant. Cette question, elle vous impacte. Est-ce que vous dites, nous, on est capable encore, parce que l'inflation va baisser, de réduire nos prix, ou vous dites, parce qu'il y avait des marges qui avaient été perdues par le monde agricole, on le sait, ils avaient de grosses difficultés, est-ce que vous dites, on est obligé de maintenir ce niveau de prix-là, parce qu'il faut aussi rémunérer à la bonne hauteur notre monde agricole. Oui, juste une petite correction, je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu c'est parfois des messages de com, parce qu'on ne reviendra pas, mais en effet, on ne revient jamais sur des prix. Les prix qu'on connaissait il y a 40 ans, on n'y reviendra jamais parce qu'il y a de l'inflation. Non, je précise ma question. Je parle des prix d'il y a 1 an et demi. On a pris 40% sur certains produits. Est-ce que vous dites, nous, effectivement, il faut qu'on rééquilibre, qu'on arrive à trouver le juste milieu entre les consommateurs et la pression que j'ai du monde agricole? Parce qu'elle est là, la pression. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous décrivez. D'abord, il y a un élément effectivement structurel de l'inflation sur 40 ans, d'accord. Oui, mais même les salaires ont évolué aussi. Hein, oui, bien sûr. Après, il y a une double réalité. La réalité des cours. On est sur des cours globalisés pour un certain nombre d'entre eux, que ce soit le blé ou le riz. Et sur ça, je n'ai pas une boule de cristal et je ne peux pas exactement vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que les réalités climatiques, comme la sécheresse qu'on vit en Espagne, en Andalousie, elles réduisent l'offre et en conséquence, elles ont un impact par une logique naturelle d'offre et de la demande sur le prix. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est qu'on a envie, en tant que producteur responsable, de faire de plus en plus de l'alimentation de qualité, avec des produits qui sont bons, qui sont sains, qui sont mieux contrôlés et des produits qui sont plus respectueux. En général, ça coûte aussi plus cher. Ce qu'on voit aussi, c'est que les nouvelles générations de consommateurs, elles sont prêtes à payer ce prix-là pour justement avoir une démarche plus responsable. De qualité. Donc,
moi, naturellement, ce que je vois, c'est où, a priori, vu les efforts qu'on met dans la durabilité qui coûte plus cher et dans la qualité de nos produits, gardez ce lien. Il y a une réalité de tendance à la hausse. Après, il y a aussi une réalité que les consommateurs de demain sont prêts à payer plus, quitte à ce que ça représente plus dans leur budget moyen, pour avoir une responsabilité à l'égard de l'alimentation qu'ils font pour aujourd'hui et pour demain. Tout a un prix. En parlant justement de ces matières premières, il y a la base, mais il y a tout le reste, huile, sucre, sel. Quelle est la responsabilité que vous avez pour essayer d'amener une alimentation plus saine avec les mêmes... je veux dire, la même base, parce que vous avez surtout des plats préparés, etc. Est-ce qu'il y a des vrais programmes pour essayer d'adresser le sujet ? Alors, il y a plein de programmes. La première chose que je peux vous dire, Gus, c'est que c'est pas parce qu'on fait des produits préparés qu'ils sont pas bons pour la santé. Non, mais traditionnellement, ça n'empêche que c'est un endroit dans l'alimentation où il y a eu le plus de produits cachés, entre guillemets. Il y a une pression sur ces produits, quoi. Le sucre et le sel planqués, où on se dit, en fait, ça a l'air d'être bon. Et en fait, quand on regarde, on boit une bouteille de coca à chaque fois qu'on prend une bouchée. C'était quand même une réalité. L'industrie a beaucoup bougé. Mais ça veut dire que ce sont des sujets que vous regardez de près. C'est des sujets qu'on regarde énormément parce que quand on est un acteur majeur de l'alimentation humaine et qu'on veut l'être sur les prochaines générations, on a devoir le faire de manière équilibrée. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a déjà des efforts qu'on a faits. Je donne un exemple, on a réduit de 20% notre... contribution en sel dans la totalité de notre portefeuille sur les 5 dernières années, parce qu'évidemment, manger trop salé, ça peut avoir un impact sur l'alimentation. L'autre élément, c'est faire un effort majeur pour avoir des recettes équilibrées, même si on peut se permettre un petit plaisir de temps en temps. Sur Mars Food, qui est vraiment sur l'alimentation du repas, du déjeuner, on est sur 95% de nos produits qui sont sur un Nutri-Score A ou B, c'est-à-dire de consommation quotidienne. C'est ça. Et est-ce que du coup, là, vous avez un aspect de R&D dans les recettes ? Parce qu'il y a aujourd'hui des sels qui sèlent beaucoup plus, mais qui n'ont pas les mêmes problématiques sur la santé. Même chose sur le sucre. Est-ce qu'il y a un vrai sujet de R&D chez Mars, ou bien c'est des sujets qui sont plutôt externalisés et qu'on prend ce qu'il y a sur le marché ? Non, la réflexion de nos recettes, elle est au cœur de nos préoccupations. Et effectivement, nos recettes vont de plus en plus vers de l'innovation, de repas équilibrés. Là, par exemple, on travaille sur du 100% végétal, parce que justement, on sait que ça, déjà naturellement, on a un profil nutritionnel plus équilibré. Ouais. Et puis, ça répond aussi à l'attente de nos consommateurs qui, justement, que ça soit pour leur santé ou par des préoccupations environnementales, ont envie de déployer une alimentation végétalisée. Et ces aspects de R&D, juste un dernier petit point là-dessus, ils sont en France, ils sont en Europe, ils sont plutôt aux États-Unis. Alors, en étant une boîte américaine, on suppose qu'ils sont plutôt là-bas. Comment est-ce que ça se passe ? On travaille à tous les niveaux. Mars Food a un ancrage très européen. Ouais. Notre siège global est en Europe, et donc ça, c'est aussi important. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on travaille. Eblis, c'est profondément français. C'est vraiment la marque de notre acteur. Patrimoniale. Et toute la réflexion se fait en France. C'est ça. Okay, juste un mot sur là, l'émission Smart Talk, c'est la stratégie. C'est vrai qu'il y a l'idée de penser demain. Le bio, c'est derrière vous. Vous dites, c'est quand même, ça a été une source de développement pour de grandes marques qui ont créé de la valeur grâce au bio. Est-ce que vous dites, nous, on n'y croit plus, ou temporairement, on l'abandonne pour repartir sur ce bio ? Comment vous vous situez ? Parce que le bio, malgré tout, c'est quand même des produits sans pesticides, sans produits chimiques. C'est un produit qui a attiré les consommateurs. Ça marche moins bien aujourd'hui, c'est vrai, mais est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet ? Alors, déjà, loin de moi l'idée d'abandonner une part entière de l'alimentation, parce que je pense que on n'est jamais à l'abri de savoir ce qui va se passer demain, en particulier quand il s'agit d'une alimentation responsable. Là, il se trouve qu'à court terme, on a un focus qui se fait plus sur une capacité de nos produits à être à la fois accessible en prix et puis à alimenter l'alimentation du quotidien, justement. On voit ce boom des féculents. On y revient. Où récemment, les gens mangent plus de riz. On voit aussi le boom de l'asiatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va moins au restaurant dans cette période-là, mais on a envie de se faire un petit plaisir à la comme au restaurant. Exactement. Et puis, c'est sympa de se faire notre petite soirée curry ou notre soirée ramen à la maison. C'est complètement possible. Donc, je pense qu'il faut s'adapter tout en gardant un regard curieux, prudent et responsable sur tout ce qui peut contribuer à l'alimentation du futur, responsable et pérenne.
C'est ça. Oui, parce que ce qui est intéressant avec le bio, c'est qu'on a eu un gros focus sur le sujet, mais le bio, c'est pas le... Il n'y a pas que ça. Tu parlais justement du respect de la planète, etc. Il y a sans doute d'autres manières d'adresser le sujet que juste le bio, où on a vu certaines limites dans le bio aussi. Alors peut-être pas vous concernant, mais surtout sur les fruits, où on te vend du bio, et en fait il est fait de l'autre côté de la planète, il y a un bilan qui est catastrophique. Oui, c'est vrai. En fait, la vertu qu'a apporté le bio très tôt, en fait, parce que c'est quand même une filière qui s'est développée très tôt, c'est d'assurer un label qui assurait la confiance. C'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les consommateurs, ils sont de plus en plus éduqués. Donc, ils vont faire la différence entre qu'est-ce qui est de l'impact via les pesticides, qu'est-ce qui assure une agriculture régénératrice, durable, le développement des terres, qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui vient de loin avec son empreinte carbone, qu'est-ce qui consomme de l'eau, qu'est-ce qui génère des gaz à effet de serre. Et en fait, c'est la combinaison de tout ça qui va permettre un jugement plus responsable. Et nous, on joue avec cette palette de critères en se disant qu'est-ce qui va être le plus pertinent en ce moment. Avant d'oublier de vous poser la question, excusez-moi d'y revenir encore, mais il est quand même question, encore une fois, de vous faire renégocier. Vous êtes prêts à renégocier vos prix, là, parce qu'il y a quand même l'idée que le gouvernement veut faire revenir tous les grands industriels autour de la table pour de nouveau négocier. Parce que vous faites partie de ces grands acteurs. Est-ce que vous dites, nous, on a fixé les prix dans les rounds de négociation qui sont aux alentours de février, on n'y retouche pas. Est-ce que vous dites, nous, on est prêts à rediscuter des prix? Parce que la question de l'inflation et du pouvoir d'achat, c'est les sujets là qui sont sur la table. Nous, à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient des conversations saines avec nos distributeurs sur la base de la réalité des faits, qui sont les cours. Et ils l'entendent. Et ça, c'est des conversations qu'on est prêt à avoir. Je pense qu'on a autour de la table des gens intelligents qui ont pour vocation d'avoir la bonne répartition de la valeur. Et c'est ces conversations-là qu'on doit entretenir. C'est ça. Donc vous discutez de gré à gré avec les distributeurs. Sur la base de la réalité des coûts qui sont les miens. J'entends votre réponse. Donc vous n'irez pas autour de la table à Bercy. Alors, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est pas à Bercy qu'on est sollicité, c'est dans les conversations. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je parle avec mes distributeurs de manière quotidienne? Oui. Bon, voilà, c'est une réponse qui est claire. En termes de production, parce qu'on a parlé pas mal des matières premières, mais au niveau de la prod, aujourd'hui, il y a des usines en France. Quand on regarde la stratégie de Mars en termes de groupe, c'est quand même une vraie philosophie de portefeuille de marques. C'est que je détiens des marques qui sont très fortes, et quand tu regardes même Mars Food, c'est des vraies marques installées qui sont là. En termes de prod, est-ce qu'on est plus sur du co-manufacturing? Donc je précise, c'est de se dire qu'en fait on sous-traite la production et on détient la marque, ou bien il y a encore une vraie volonté d'investir dans la production et de continuer à industrialiser les pays où l'on vend nos produits? Alors, aujourd'hui, au sein de Mars, en général, et Mars Food en particulier, on a une approche industrielle assez forte. Si vous regardez la France, c'est 8 sites industriels. Je vous parlais de notre usine de Châteaudun pour le riz et le blé, mais on a des usines de fast food, on a des usines de confiserie qui sont extrêmement présentes. Donc il y a une démarche vraiment industrielle, parce que justement, on évolue dans un écosystème et qu'on n'a pas seulement un impact via des marques, aussi iconiques soient-elles, mais vraiment, c'est l'idée d'être un acteur de l'industrie qui est vraiment notre raison d'être. On en parle beaucoup ces derniers temps, de l'industrie. Exactement. On était à Choose France, Absolument. On a annoncé des investissements supplémentaires. En l'occurrence, pour Mars, à l'échelle française, c'était 130 millions d'euros. C'est très conséquent pour un groupe comme le nôtre. Mais c'est vraiment la raison d'être. C'est finalement le monde de demain, chez Mars, il dépend de la manière dont on va faire le business aujourd'hui. Et cette manière, c'est pas seulement vendre des marques, c'est avoir un impact de bout en bout avec l'agroalimentaire, comme on en a parlé, nos agriculteurs et évidemment l'industrie. Juste un mot, Laure, parce que ça fait 1 an et 2 mois que vous dirigez Mars Food France. Le recrutement, les salariés, parce que vous parlez de l'usine de Châteaudun, on parle de la pet food, qui n'est pas votre secteur, qui se trouve dans le Loiret. C'est compliqué de recruter aujourd'hui et de mobiliser des collaborateurs à entrer dans un groupe aussi prestigieux que le groupe Mars? Je pense que Mars a sa proposition de valeur et sa marque employeur qui génère aujourd'hui encore une attractivité. La première chose, c'est qu'on est une entreprise familiale. On est un très gros groupe. On peut l'évoquer aujourd'hui puisque c'est plus de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est une société plus grande que Coca-Cola. Coca, c'est une marque, nous on en imagine plus, mais effectivement, il y a ce gros groupe-là. Et en même temps, ce groupe familial qui nous permet de penser non pas en trimestre, mais en génération. Et ça, c'est très très important, en particulier dans les démarches de développement durable où on peut investir du long terme. Sur le long terme
et qui convainc les talents. Et puis, il y a une expérience de l'associé qui est propre à Mars. On l'évoquait, il y a ce côté familial et bienveillant qui est très présent. La flexibilité du travail est aussi importante. On a très tôt, bien avant le Covid, mis en place des approches de télétravail. Il y a des propositions de valeur et de mobilité qui sont extrêmement importantes. Et puis de manière plus anecdotique, mais je peux vous assurer que ça joue sur le bien-être de nos associés, les gens viennent au bureau avec leur animal de compagnie. Ça, c'est intéressant. Voilà, on a beaucoup de chiens qui ont leur badge Mars. Et ça, je peux vous dire que à la fois... Donc ils passent au portique. Ils passent au portique, ils ont leur... C'est parce génial. qu'évidemment, on veut vérifier qu'ils ont les bonnes vaccinations, Évidemment. etc. Pour respecter un environnement de sécurité pour chacun de nos associés. Mais effectivement, on a tous les jours des chiens qui sont avec nous. Et ça crée un environnement plutôt sympa. Pas mal, pas mal. Pour revenir sur la prod, dans des périodes comme celle-ci, en production, il y a deux grosses tendances. Il y a le scale où on fait le même type de produits à la chaîne, et puis il y a le flex où on essaie de mettre toutes sortes de choses un peu différentes. Est-ce que aujourd'hui vous allez continuer à investir, à mettre de la diversification dans le produit, ou bien on se dit c'est la cata, on va essayer de resserrer le nombre de SKU et en faire un minimum? C'est quoi la philosophie aujourd'hui? C'est un doux arbitrage. Je pense que c'est une question philosophique sur laquelle on pourrait passer des heures, parce qu'il y a des opinions de tous les côtés. L'alimentation, c'est quelque chose de très culturel. Ouais. Moi, j'aime souvent dire que c'est un peu le tissu de l'humanité, parce que dans chaque pays, déjà, on se retrouve autour d'un repas, et puis on a chacun ses préférences. Et donc, on peut aussi les opposer. Ça génère de la complexité, des préférences différentes. Aujourd'hui, on a plutôt une tendance, justement, à aller répondre aux besoins de chacun. L'alimentation est de plus en plus personnalisée. Okay. Et donc ça c'est un paramètre avec lequel on joue. Après, on a évidemment des enjeux d'échelle et d'efficacité qu'il faut faire rentrer dans l'équation. Mais ma priorité, c'est avant tout de répondre aux besoins de mes consommateurs. C'est ça. Ok, d'accord. Donc c'est quelque chose que vous gardez. Encore une fois, j'y reviens. Vos salariés, vous nous dites, bon, les chiens viennent, c'est une bonne ambiance, on est dans le télétravail, mais j'évoquais la question du recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'autres entreprises, et pour certaines de très belles marques aussi, vous dites, on a du mal aujourd'hui à mettre des salariés derrière une chaîne de production, on a du mal à les engager. Comment ça se passe ? Ce que j'observe aujourd'hui, et on peut le parler aussi bien dans le côté marché que dans le côté usine. Moi, j'étais à Châteaudun il y a encore quelques semaines pour parler avec... Il y a de l'industrie et des bureaux. Il y a une proposition de valeur. Et quand on reste attaché à la fois une marque, mais une proposition de valeur d'entreprise, quelque chose qui nous marque vraiment chez Mars, par exemple, c'est les 5 principes. Voilà. Donc aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, tous les associés de Mars fonctionnent selon 5 principes qui sont la qualité, la responsabilité, la mutualité, l'efficacité et la liberté. Et tout le monde sonne le même... On porte les mêmes valeurs. Porte les mêmes valeurs. Et donc, en fait, une telle résilience d'une proposition de valeur sur 110 ans, ça fait la différence. Et moi, je trouve aujourd'hui que nos associés, ils répondent à ça. Ça reste pas simple, il y a une guerre des talents qui est une réalité, mais cette touche familiale, cette touche de valeur, cette touche de projection sur le long terme, elle fait la différence dans les conversations qu'on a avec nos talents aujourd'hui. Et associés, ils ont une possibilité de... Ils reçoivent de l'equity. Au sens propre du mot, ou pas spécialement. Parce que ça se fait de plus en plus aujourd'hui, mais est-ce que c'est le cas chez Mars? Alors la réalité, c'est qu'on est une entreprise familiale qui est détenue par la famille. Après, on a plein de moyens de rémunérer nos associés de manière compétitive. Mais c'est pas le mot associé au sens juridique du terme. C'est le mot associé, ils sont associés au projet. Au projet et aux valeurs. C'est ça qui est assez beau. C'est ça. Juste un truc pour revenir un peu sur cette notion des soutiens que vous avez eu sur les agriculteurs. T'es une ex-Danone. Danone a aussi un très gros rôle sur le soutien de l'agriculture. Hein, c'est multinational. En fait, l'agriculture est soutenue par eux. Et si le jour où elle lâche un peu la bride, ça va commencer à être compliqué. Est-ce que vous vous asseyez parfois ensemble autour d'une table en disant OK, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce tissu qui est notre business de demain, parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs, ça va être compliqué. Et comment est-ce qu'on fait ensemble pour que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des colloques d'une manière ou d'une autre? Des synergies, on essaie de mettre les grands groupes ensemble ou pas spécialement? Alors, il y a des réflexions complètes sur le sujet. Je vous parlais tout à l'heure du projet Horizonté. En Andalousie. En Andalousie, il est fait main dans la main avec Danone. C'est un bon exemple. Ok, magnifique. Et d'une manière générale, dans le monde agroalimentaire, et en particulier en France, où le développement de l'agriculture est si important,
on a la responsabilité de se parler de manière formelle ou informelle. Il y a des associations professionnelles qui font ça très bien, mais effectivement, c'est au cœur des préoccupations. Le dialogue est là. Par rapport à la distribution, avant de parler du D2C qui est un peu plus classique, le B2B, c'est un des sujets qui est, sur lequel vous êtes, je crois, vous avez plus ou moins 10% de votre chiffre d'affaires qui est fait avec... c'est à peu près ça, c'est un peu moins de 10% qui aujourd'hui fait de la restauration. Vous pouvez avoir de la restauration collective, je pense que personne n'est étranger à avoir mangé sa petite assiette d'éblis à la cantine ou à le faire toujours avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on a aussi de la restauration qui se développe dans plein de réseaux différents. C'est aussi une vitrine, parce que finalement, quand on regarde, par exemple, l'asiatique, on a un circuit d'adoption. En général, l'asiatique, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le découvrir au restaurant. Après, on va peut-être le commander à la maison. Ensuite, on va se dire, tiens, je vais commencer à le cuisiner en faisant une petite curry, une recette simple. Et puis, au final, je vais quand même faire des recettes complètement hybrides et créatives où je vais mettre de la sauce soja à la place de ma vinaigrette, que sais-je. Mais en tout cas, il y a vraiment un circuit d'adoption qui est très fort. Et nous, on a besoin d'être en amont de la chaîne pour justement faire cet effort de vitrine et de conversion. Et donc le B2B aujourd'hui, il est plus vu comme un vecteur de conversion qu'un vecteur de business avec de la croissance? Ou bien est-ce que se dire le 10% il peut devenir 15-20? Ou bien c'est de se dire avec 10 on convertit suffisamment et on est bien là? Notre B2B, c'est un business en croissance. C'est un business en croissance supérieure à celle qu'on peut voir dans le reste de notre activité, justement parce qu'on va aller chercher de nouvelles occasions. On en parlait aussi. On a aujourd'hui besoin de solutions de plus en plus pratiques. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de plus pratique que de faire une pause déjeuner en mettant un sachet au micro-ondes pendant 2 minutes, qui est équilibré. Marque blanche, Laure Mahé, vous avez de la marque blanche aussi pour la grande distribution? 100% sur... Non, mais c'est important de l'entendre. C'est 100% sous votre marque. Voilà. Juste, il nous reste 1 minute 45, on va se la partager avec Gus. Je sais qu'il a une question évidemment cachée dans sa poche, mais qu'est-ce que vous avez apporté depuis 1 an et 2 mois? Qu'est-ce que vous avez apporté au groupe Mars, et notamment dans votre secteur de la food? Alors, relatif à mon individualité, je pense que j'ai apporté beaucoup de passion et d'énergie parce que c'est ce qui me caractérise. Et toujours une vision d'aller plus loin et de regarder justement la prochaine génération plutôt que la prochaine année. Effectivement, on a une dimension de mener un business. Je suis une capitaine de compte de résultats, évidemment, comme tout DG, mais vraiment une responsabilité d'aller construire l'alimentation de demain avec ma passion pour le végétal, pour l'impact environnemental qui est extrêmement important, pour construire l'alimentation qui sera celle de mes enfants. Une ultime question, il nous reste 1 minute. Ouais, le D2C, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez vraiment réussi à accrocher les wagons et prendre le train, ou bien c'est un truc qui est encore un peu flottant et qu'on n'est pas encore vraiment sûr de où est-ce que ça va nous amener? Alors, sur des marques comme les vôtres? Aujourd'hui, notre portefeuille de marques est trop restreint pour avoir une approche D2C directe. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est l'approche multi-channel, que ça soit avec le e-commerce ou justement en générant de l'occasion. Donc nous, on travaille beaucoup les recettes. On a des produits qui sont fondamentalement des ingrédients, des produits de cuisine. Donc on va plutôt travailler par exemple avec un Joe ou un Marmiton pour aller générer des recettes qui vont ensuite être achetées en magasin. Et ça, on voit vraiment les résultats? Tu vois les résultats? Oui, on voit complètement les résultats on s'approprie la recette et ensuite on crée une routine avec des ingrédients qui appartiennent à notre placard. Et des cours de cuisine, j'ai vu dans des établissements scolaires, j'ai vu que c'est important de le dire. Au service de notre raison d'être, parce qu'on veut toujours générer de l'inclusivité et pour ça, il faut mettre les gens autour de la table et que ça, je fais 400 collégiens qui travaillent avec nous, avec la table des chefs. Voilà, magnifique. Et on apprend à faire la cuisine au collège. Quelle belle conclusion. C'est pas mal quand même. C'est magnifique. Merci Gus, merci Laure Mahé. Merci à vous d'avoir passé du temps avec nous dans Smart Talk. C'est un vrai plaisir, j'avais envie de la faire un mars et ça repart, puisque c'est finalement ce qu'on garde nous gamins en tête ici en France. Toi qui es belge, me semble-t-il, je ne sais pas si vous aviez cette publicité, oui, mais elle a marqué tous nos esprits. Merci Laure, c'est un vrai plaisir. Merci, c'est la fin de Smart Talks. Merci à vous Gus et à toi d'ailleurs, je t'ai tutoyé. Oui. Et on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de Smart Talks. Merci pour votre fidélité, à bientôt. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.